Et bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour construire une saguée préhistorique. Et oui, on continue notre série sur les armes à fabriquer en situation de survie. Sont-elles rentables en situation de survie? On va en parler, on part aujourd'hui sur l'évolution de la lance, une évolution technique incroyable dans l'histoire de l'humanité à tel point qu'elle a été utilisée partout dans le monde. Il s'agit les amis de l'évolution de la lance avec un propulseur pour la propulser plus loin, en dépensant moins d'énergie, en étant plus précis, ce qu'on appelle la saguée. Et j'en profite les amis pour vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par la marque de repas liquide YFood, super marque qui débarque en France, on va se péter le bide après. Voici les amis en photo les types de lanceurs que l'on a retrouvés dans la préhistoire. Comme vous voyez, il y en a qui sont faits en os, il y en avait aussi sûrement en bois. Aujourd'hui, on va tenter de reproduire ça dans la nature le plus rapidement possible en situation de survie. Et on va faire bien sûr une lance. Le principe est simple, vous prenez le lanceur, vous le collez dessous et ça va faire tout simplement levier qui va pousser et décupler votre force et donc la longueur de la lance. Et je vais rester sur mes positions là-dessus. Attention en situation de survie. La donnée principale à prendre en compte, surtout pour la chasse, ça va être la rentabilité en énergie. Tout ce qui est chasse, on va partir plutôt sur du long terme. Vous l'avez vu avec l'arc, tous les guides de survie nous disent comment fabriquer un arc, mais dans la réalité, on va perdre une journée de dépense d'énergie, sans compter le temps qu'on va passer à chasser, pour au final mettre un mois à apprendre la technique, faire un super arc, en y travaillant peut-être presque tous les jours quand on n'y connaît rien. C'est le dernier truc à faire en situation de survie, où on doit économiser notre énergie, réfléchir à chaque geste, puisque je rappelle que le but en situation de survie, c'est toujours de rejoindre la civilisation. Mais c'est toujours cool à connaître, et à long terme, ça peut être utile. Première chose à comprendre pour la saguée, c'est même la chose la plus importante, ça va être l'environnement. Si on remonte à la préhistoire, l'environnement a extrêmement changé, surtout en Europe. C'est une arme très puissante qui a une grande pénétration qui est faite pour chasser les gros herbivores. Ça va être très difficile de chasser un lapin ou un oiseau avec une saguée. Et d'ailleurs, c'était pas le but de l'arme. Pour ça, c'est très simple à comprendre, aujourd'hui la saguée est toujours utilisée. Des tribus africaines utilisent toujours la saguée pour la chasse, tandis qu'en Amazonie, par exemple, ça ne s'utilise pas. Quelle est la différence? C'est une arme qui a plutôt une longue portée qui va s'utiliser généralement en plaine, où vont brouter les gros herbivores. Tandis qu'en Amazonie, on est plutôt dans des forêts denses. Donc vu le nombre d'arbres qu'il y a au milieu, ce serait très dur de viser. Et regardez-moi ces pierres, elles ont sûrement connu peut-être des hommes de Néandertal. La biodiversité en Europe à la préhistoire était très différente. On avait à l'époque beaucoup de gros herbivores, notamment des rhinocéros laineux, des troupeaux d'aurochs, l'ancêtre de tous les bœufs, des immenses mammouths qu'on devait chasser en groupe. Aujourd'hui, il nous reste que les cerfs et les chevreuils. Et j'oubliais bien sûr les bisons, puisqu'il y avait les bisons d'Europe, qui n'existent plus bien sûr à l'état sauvage de liberté, sauf dans un parc, il me semble, en Allemagne. Tous ces énormes herbivores façonnaient le paysage. Il y avait énormément de prairies, de champs, puisqu'ils empêchaient tous les arbres de pousser, et beaucoup moins de forêts denses qu'aujourd'hui, qui fait que la saguée était un outil idéal pour chasser en plaine et en groupe. Quand on a fabriqué d'autres armes, notamment la lance de défense et l'arc en vidéo, j'ai oublié de vous en parler, mais quand on chasse en groupe, ça change tout. Puisque même si on a une portée de lancer qui est trop faible pour approcher un animal seul, en groupe, on peut mettre des rabatteurs. Et ça change tout, qui, tout comme les loups, vont rabattre les animaux sauvages vers les autres membres du groupe planqués à l'affût. Du coup, aujourd'hui, on va voir si c'est vraiment rentable, dans une situation de survie où on est tout seul, où on a un peu de temps, où se trouvent des herbivores et des plaines, si c'est vraiment utile de fabriquer une saguée. Combien de temps ça nous prend? Est-ce que c'est facile à assimiler quand on n'y connaît rien? N'oubliez pas qu'en situation de survie, n'importe quelle action, c'est comme si vous misiez votre vie en bourse. Faut toujours vous poser la question, est-ce que le risque dépensé en énergie va me rapporter plus ou est-ce que je vais tout perdre? Situation de survie, perdu en Sibérie, 3 semaines de nourriture d'avance, l'hélicoptère ne vient me chercher que dans 2 mois. On peut donc tenter une saguée. Quel bois utiliser? Alors on l'a vu sur les autres armes par expérience, pour avoir une plus grosse portée, que ça parte moins dans tous les sens, on va chercher un bois qui est plutôt dense, donc plutôt concentré, c'est-à-dire plutôt lourd. Et par rapport aux autres bois qu'on a testés, je vais direct, je vous le dis, partir sur du pin, du sapin ou de l'épicéa. Puisqu'il y en a partout dans le monde, et la lance au niveau du poids était pas mal, la flèche c'était la plus lourde, c'est celle qui partait le mieux. Donc on va pas prendre de risques, on va aller direct là-dessus. Et regardez les amis, on est dans une magnifique forêt dense, pleine de pins et notamment de petits pins, j'en ai vu un magnifique par là-bas. Voilà, magnifique hein, bien sûr pour ma vidéo, un peu rachitique, ça veut dire, j'ai pas envie de couper un bel arbre, surtout qu'on n'est pas vraiment en situation de survie, mais en tout cas un arbre très droit qui n'est pas mort, on va dire à demi-mort à la moitié, et je vérifie parce que sur une lance on s'est fait avoir, il est toujours un peu frais en bas. Parfait. Alors on est bien sûr obligé, regardez, de partir sur du bois frais, tout simplement parce qu'il y a énormément de taillage à faire, donc sur du bois dur, du bois sec, ça va être très compliqué. Alors certains me demandent pourquoi je prends une machette, parce que regardez, avec toutes les branches qu'il y a autour, je trouve que la machette c'est plus pratique. Il y a trop d'arbres au milieu. Attention! Et merde, il est bloqué. Hop. Oh, je l'ai. Oh là.
Allez, avant de tailler cet arbre, on va se faire une petite dégustation de boisson. Et j'ai pas pris mon petit déj, on va manger. Allez à table, on va tester aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, la marque YFood. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les amis de la nourriture liquide qui remplace n'importe quel repas dans la journée. C'est une très bonne marque et je vous dis pas ça vraiment parce que c'est sponsor, je choisis toutes mes sponsors qu'ils ont décidé de lancer en France. Je vais vous dire pourquoi, parce que par le bouche à oreille, il y avait beaucoup de Français qui commandaient déjà en Allemagne. Certains connaissent déjà le principe de la nourriture liquide, une boisson liquide qui va remplacer un repas si vous en prenez toute la journée. C'est enrichi en vitamines, en minéraux, 100% des apports journaliers. La différence avec YFood, je vais vous le dire, c'est qu'on trouve les repas déjà sous forme liquide. Donc c'est plus pratique, mais surtout pourquoi ça a du succès? Alors je vous le dis, c'est moins cher. Ce type de nourriture c'est assez cher. Ici on est sur 9,99€ le pack de 5, mais j'en ai 4. Il me manque la saveur banane. Plus code de remise de 10% avec le code P110. Je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez tester, c'est le moment, vous trouverez pas moins cher. Dans ce type de nourriture, on va goûter. J'ai tout d'abord, regardez les amis, du smooth vanilla. Nous avons aussi de l'Alpine chocolate, du magnifique fresh berry et du cold brew coffee. Et dans le pack découverte, comme je vous l'ai dit, vous avez aussi la banane, le banana. On commence tout de suite bien sûr par le Alpine chocolate et le temps se couvre. Au niveau de la conservation, ça se conserve 6 mois sans réfrigérateur. Chaque bouteille 500 kcal, c'est bien sûr enrichi en vitamines, je vous montre toutes les vitamines derrière. Ce n'est pas une boisson protéinée, ce n'est pas une boisson diététique, c'est fait pour remplacer un repas. Léger goût de coco. Alors on avait testé d'autres marques, beaucoup de nourriture liquide pour le sport, pour tout ça. Là c'est fait pour être au boulot quand vous n'avez pas le temps, vous remplacez un repas. C'est complet et j'avais testé d'autres marques. Quel est l'avantage? Pratique, c'est déjà mélangé, mais surtout ce type de boisson est souvent très écœurante. Celle-ci ne l'est pas et je vous invite à goûter vraiment parce que... Voilà, comme je vous disais, je ne l'ai pas choisi au hasard, c'est une très bonne marque. 26 vitamines, sans lactose, sans gluten. Et on va goûter le smooth vanilla. Et ça se prononce YFood comme pour la génération Y. Vous pouvez aussi bien sûr le prendre en rando, après le sport ou dans la vie de tous les jours, mais à condition d'avoir bien en tête que ça remplace vraiment un vrai repas. Donc consommation 4 par jour, 8h, midi, 16h, 20h. Santé. Alors la différence de cette marque aussi, au goût, c'est vachement moins lourd que d'autres, parce que les autres, il fallait mélanger, donc des fois ça faisait des trucs pâteux dégueulasses. La vanille très bonne, si vous aimez la vanille, vraiment délicieux. Allez, on va tester le fresh berry, je pense que c'est mon préféré la fraise. Donc contient tous les macros et micronutriments nécessaires pour votre corps. Une bouteille, 25% des apports quotidiens en énergie et nutriments. Je vous montre doucement la couleur, c'est fraisé. Alors j'aime beaucoup la fraise. Une bouteille, vous êtes rassasié pendant 3 à 5 heures. Et l'avantage de la nourriture liquide, on l'avait vu, c'est que ça s'assimile rapidement par le corps. On va goûter le café, café repas. À noter qu'ils ont une autre gamme de produits aussi qui existe en poudre. C'est un peu moins cher au niveau du repas, c'est si vous voulez faire vos dosages vous-même. En sac de 1,5 kg, sortez petit café nourrissant. Alors le café, je vous avoue, c'est un des meilleurs parce qu'on a l'impression, celui-ci pour le petit déj, il y a de la caféine, on a l'impression de prendre un gros café au lait bien sucré et bien riche. Le café est vraiment très très bon. Donc si vous n'avez jamais testé la nourriture liquide ou si vous aimez ça, je vous invite absolument à tester. Pack découverte 9,99€ les 5, donc ces 4 là plus le banana, ce qui vous revient seulement quand même à 2€ la bouteille. Si vous connaissez d'autres marques, vous verrez que ce pack découverte est très intéressant. Et vous avez 10% avec le code P110 en plus. C'est une offre de lancement, donc c'est limité dans le temps, donc vraiment vous trouverez pas moins cher. Donc n'hésitez pas à en commander, ça permet aussi de soutenir la chaîne. Vous avez le lien les amis dans la description, jetez-y un œil, vous verrez, c'est vachement intéressant. Et vraiment ma préférence pour le café. À la fin en rando c'est top parce qu'on prend un café en même temps on mange. Et surtout en dehors de l'effet c'est bon, c'est le plus important. Allez c'est parti, au travail. Allez ça y est. Allez, on va tailler la lance. Alors les amis, au niveau de la longueur, les lances de saguet, comment sont-elles? Faut bien que vous compreniez qu'on a retrouvé aucune saguet en bois préhistorique, parce que forcément le bois dans le temps, il pourrit, mais on sait qu'il l'utilisait parce qu'on a retrouvé des lanceurs en os et des pointes. Du coup, en se basant sur les tribus qui l'utilisent toujours et les tests de lancer qu'ont fait les archéologues, on va partir sur une lance assez fine et très longue. Un peu comme une sorte de triple flèche très très longue, donc très précise. Que la saguet, ça a beaucoup de puissance, très perforante. Pour le lanceur qu'on doit tailler, on va prendre à peu près cette taille, un peu plus, et on va prendre une branche épaisse parce qu'on va devoir bien le tailler, vous verrez. Je garde donc la partie la plus épaisse pour le lanceur, et là on va faire la lance. Olé, on débarrasse toutes les branches et les gros nœuds qui dépassent. Voilà, je vous avoue, j'adore tailler, j'adore faire des lances. L'arc c'était un peu plus compliqué, mais la lance c'est vraiment très cool à faire.
Alors, petite technique de survie pour la lance, pour les flèches, c'est pareil. Enseigné par les abonnés et on voit qu'il y en a qui pratiquent et je les remercie parce que c'est quelque chose qui n'est pas écrit dans les guides de survie. Alors, on a tous l'habitude de voir des flèches, vous savez comment c'est taillé, de voir des lances, vous savez comment c'est taillé. Mais ce qu'on pense pas, c'est que les pointes sont en métal. Ce qui fait que l'avant de la flèche ou de la lance, quand vous allez la lancer, va être plus lourde. Quand vous la faites en bois, vous recopiez ce type de lance qu'on connaît bien ou de flèche. Instinctivement, vous allez faire pareil, sauf que le bois, c'est plus léger, il n'y a pas de pointe en métal. Pour que ça parte plus droit, il vaut mieux tailler à l'envers, c'est-à-dire que la pointe de la lance devrait être un peu plus épaisse, donc plus lourde. Ce qu'on n'avait pas du tout fait parce que je le savais pas. Longueur de la lance à saguer, on va prendre ma taille plus le bras le plus haut possible, donc ici. Ce qui nous donne ceci, il faut que ce soit très long. Olé. Allez, on passe à la partie taillage. Et là, je peux vous dire qu'on en a pour un moment. Donc on retire l'écorce et on va tailler notre lance. Alors n'oubliez pas un truc, on a tendance à penser que l'homme de la préhistoire, il savait absolument tout faire. C'est vrai qu'il devait avoir beaucoup de compétences, mais n'oubliez pas que même dans les clans, dans les tribus, il y avait aussi de la spécialisation. Il y avait sûrement un mec qui s'occupait uniquement de fabriquer toutes les armes, un artisan, d'autres spécialisés dans la chasse, des guérisseurs donc spécialisés dans la médecine, d'autres peut-être dans la cuisine, le dépeçage. Tout le monde n'était pas doué pour tout faire. Ça c'est au cas où ma lance est ratée. Alors la machette c'est pas mal pour tailler la grosse partie parce que le bois il est très dur, beaucoup plus dur que la dernière fois avec la première lance qu'on avait faite, peut-être parce que l'arbre était un peu plus gros. Je pense qu'on en a pour une bonne heure, hein, facile. Du coup je vais essayer de tailler en gros morceaux. Et c'est bon, première partie faite. On dirait qu'on a une lance asiatique toute molle, comme dans les films de Kung-Fu. Bon ça c'est pas grave, hein, vous doutez qu'on va la passer au feu. Alors la pointe n'est pas taillée. Regardez, j'ai suivi les conseils des abonnés, j'ai fait une pointe massive. On part sur une lance Maasai. Pourquoi la pointe n'est pas taillée? Parce qu'on va faire... Et je me mets un coup dans le nez. Le guide. Et regardez, j'ai retrouvé des plumes sauvages dans un vieux tiroir, je suis content. Plumes de coucou, et ça, je sais pas ce que c'est, peut-être un corbeau. Plumes qui, je le rappelle, sont là donc pour stabiliser la lance au niveau du lancer, pour la guider plus droit. Je vous avoue que sur un truc comme ça, avec deux petites plumes, on va pas aller loin, mais... on va le faire pour vous montrer. C'est pour ça que j'ai pas taillé la pointe, puisqu'on va devoir, et c'est trop grand, couper en deux. Donc si vous avez taillé la pointe, vous allez l'écraser, parce que le bois est encore souple. Au passage, j'en profite, donc ça m'a pris à peu près 1h30, donc c'est quand même assez correct. Faut savoir tirer de profit de tout en situation de survie. On a énormément de copeaux de bois. C'est un bois résineux. Vous le faites sécher, ça fait un très très bon allume-feu. Sur tout ce qu'on a récolté, on peut à peu près s'en servir pour 30 feux. On est tranquille pour les semaines à venir. Donc du coup, on va faire 2 entailles. Bien droite. Alors est-ce que c'est forcément utile sur une saguée? Honnêtement je pense pas parce que la saguée est tellement longue qu'elle doit être déjà assez précise, surtout avec le lanceur. Mais bon, on a des plumes, autant en profiter. Allez, encore un peu. Stop. Alors l'autre côté ça va être plus chaud parce qu'il y a un nœud. Alors le premier était parfait, comme vous voyez le deuxième est un peu plus difficile à faire. Oui, on a eu le nœud, c'est bon. Allez, un peu plus, c'est bon. Bon, on aura une triflèche. Alors, au niveau de la plume, on va casser la partie basse et on va l'enfiler, les amis, comme une chaussette. Je glisse ma plume. Alors, en fait, c'est vachement mieux d'avoir 4 plumes parce que sinon, c'est trop court. La petite touche de style. Alors, la deuxième est plus longue. Est-ce qu'on peut pas faire un truc un peu mieux? Et voici le résultat. Comme vous voyez, c'est affreux. Alors la plume est vieille, en plus il pleut, donc première erreur, ne le faites pas sous la pluie. Elle est vieille, elle part en morceaux, et en plus avec la pluie, ça fait une plume mouillée. Voilà, mais on va dire c'est notre touche de style. On l'attache ensuite les amis avec du cordage ou de la paracorde. Maintenant on va faire une encoche au bout pour le lanceur. Regardez sur cette photo, vous avez tous les types de lanceurs. Donc sur notre lanceur qu'on va faire après, on va devoir faire donc une pointe qui va s'enfoncer dans le cul de la lance pour qu'il y ait une bonne prise au lancer. Alors voilà sur quoi on va partir, regardez, c'est ébouriffé. On va donc caler la pointe comme ça, dedans. Ce sera parfait je pense. Maintenant du coup plus qu'à tailler une belle pointe. Après on attaque le lanceur, on passe au feu pour durcir et on s'éclate. Plus qu'à tailler une belle pointe sur notre lance Maasai. Alors truc très con auquel personne ne pense, mais le sol étant mouillé, la lance étant grande, quand tu vas tailler tu vas toucher le sol. Ce qui fout en l'air toutes les plumes. Et voilà les amis, fini. Alors n'oubliez pas qu'on part quand même sur de l'auroch et du rhinocéros laineux. Donc au final c'est pas plus mal que la pointe soit plus lourde puisque le cuir est très épais. Et oui, on va avoir besoin de quelque chose de très puissant pour percer tout ça. Allez les amis, on passe donc au lanceur. Alors je pense pas que ce soit le plus dur à faire, il va falloir bien estimer la taille du lanceur. Et regardez, on a la branche parfaite pour faire un test. Puisqu'il y a une petite pointe ici. Le principe, on enfonce la pointe à l'arrière. Alors ça c'est juste pour tester la distance. Bien sûr notre lanceur ne sera pas comme ça, il sera plus fin. Mais regardez, pour moi, si on tire la lance pour la lancer, elle penche. Voilà, il faut un lanceur
qui arrive peut-être presque jusqu'ici. Puisque le principe, c'est qu'on va partir comme ça, pousser en poussant avec le bout du bâton. Du coup, soit on part sur une grosse branche, celle-ci est pas mal, on peut se servir aussi des cavités naturelles, mais celle-ci on n'a pas de très bien, on va en tailler un complet là-dedans. Pour le lanceur, pour que vous compreniez ce qu'on va faire. Côté pointe du bâton, il va y avoir un tube où on va poser le bâton dessus. Ici, on a la poignée, on a une sorte de pic ou de pointe incurvée pour aller dans le manche. Ce qui fait que la lance posée dessus, on va pouvoir basculer et pousser. Et c'est beaucoup trop épais, on a énormément de boulot. Première chose, on va délimiter la longueur. On va prendre ceci. Hop, qu'on va couper. Allez, pour pas se gourer, on va le tailler tout à la même taille. Pour pas qu'il soit plus épais d'un côté au final si on commence à découper. Et en fait la hache, c'est vachement bien pour tailler sur le gros bois. Voilà, couteau précision, hache pour le gros. Et on obtient les amis ceci. Certains archéologues font un truc, c'est qu'ils ont coupé cette branche en deux et refixé un truc avec une corde ici. Moi je trouve que c'est dommage d'avoir un gros bout de bois, c'est facile à tailler et de pas le tailler directement dedans, comme celle qui était faite un peu en os. Du coup on va faire deux marques, regardez. Ici, ça c'est la partie dirigée vers la pointe de la lance, où la lance va reposer. Et ici, c'est là où on va faire la pointe pour le lanceur. On va même peut-être la faire un peu plus près. Ensuite on va descendre. Et c'est dur jusqu'à la moitié du bois. On va faire bien sûr pareil de l'autre côté. Alors maintenant qu'on a nos deux fentes, on va faire un test parce que je ne sais pas si on peut le faire comme ça ou si on va tailler, on va tester. Et théoriquement, si on fait une fente tout en long, ça devrait s'enlever comme de l'écorce. Regardez, parfait. Et là on va creuser le bois de cette façon. Voilà, vous doutez que ça va être assez long. Mais au moins c'est précis. Et là on est simplement en train de creuser notre manche pour mettre la main. Ah, il y a un nœud. Ça m'énerve. Ah. C'est bon. Allez, de mon côté, j'avance un peu et je vous montre la prochaine étape. Et on se retrouve les amis 15 minutes plus tard. Ça va être long. Finalement, j'y vais à la hache, c'est plus rapide. Mais si vous avez un couteau, utilisez la technique que je vous ai montrée avant. Alors, ça détend, mais c'est long. Voici ce que ça donne les amis au bout de 30 minutes. Regardez, on avance. Alors je suis un peu emmerdé parce que, regardez, j'ai cette partie qui est partie. Normalement, on doit poser la lance dessus et ça doit pas toucher les doigts. Donc on va peut-être ajouter un bout de bois qu'on va mettre en V. Allez, je continue, à tout de suite. Et c'est bon, j'ai pas mal avancé, regardez-moi ça. Oh, voici mon lanceur Asagi. Alors il n'est pas totalement fini. Première partie, la partie qui va être collée aux fesses du bâton. Donc le propulseur, la partie qui va donner la force. Je me suis servi d'un nœud naturel qu'on va un peu plus tailler en pointe, mais du coup c'est vachement dur, c'est vachement bien. Ici la partie donc poignée pour mettre la main. Et là malheureusement ça a cassé, ce n'est pas assez haut. Ça va être le posoir. Voilà, regardez le principe, hein, comme ça vous comprenez tout de suite. Et là on pousse, on lance. Et ben en fait hein, on est pas mal, voilà, il faudrait un peu plus d'écartement ici. Je vais donc augmenter cette partie légèrement. Pour augmenter la stabilité, on va donc poser un bout de bois dessus et l'enrouler de paracorde. On enroule, on va faire tout simplement un manche, c'est sur ça que le bâton va reposer et du coup ça fera une petite accroche. Voilà, c'était pas prévu à la base, j'avais prévu de faire une fente, mais comme le truc a cassé, c'est le plus simple. Comme je me suis pété le doigt avec le couteau, je peux pas trop tailler. Et oui, premier accident, ça y est. Et voici le résultat. On est bon. J'ai aussi légèrement un peu taillé la pointe. Voilà, regardez, parfait. On a un beau stabilisateur. Et là, normalement, plus qu'à pousser. Et c'est bon, je vais pas trop la lancer parce qu'elle n'est pas encore faite. Allez, c'est parti, direction le feu. Allez les amis, c'est parti, le feu est allumé. Et étant donné qu'on part sur du bois frais, on va donc maintenant passer juste la grosse pointe au feu, tout simplement, pour la durcir, pour qu'elle soit plus perforante. On tourne façon brochette pendant 5 à 6 minutes. On l'a fait bien sécher, en plus il a fait que pleuvoir. Voilà, puisqu'il faut transpercer bien sûr du gros cuir. Ah, j'adore faire chauffer les armes. Et au passage, ça fait du bien de se réchauffer parce qu'il fait très froid aujourd'hui. Allez, encore 3-4 minutes et ça devrait être bon. À mon avis, c'est bien dur. Ah, j'aurais dû mettre des brochettes, à chaque fois j'oublie. On va aussi durcir légèrement le propulseur, mais surtout la pointe pour qu'elle soit bien dure, qu'elle accroche bien. Et il n'y a pas besoin de le faire beaucoup parce que de toute façon, vraiment, le bois est déjà bien dur. Hein. On va juste faire un peu l'extérieur pour renforcer. J'ai l'impression de faire cuire un rips géant. Il faut qu'on se fasse un barbecue bientôt. Hein. Mettez un pouce bleu si vous êtes d'accord. Allez, c'est bon. Je vous montre la lance les amis, elle est vraiment bien dure et très pointue. Écoutez, et au niveau du lanceur, parfait, la petite encoche qui est là. Et c'est parti pour le meilleur moment de la vidéo, le lancer. Allez, c'est parti. Olé.
Alors déjà les amis, on va tester la lance sans rien. Que là on a fait une vraie lance dans la vidéo de lance de survie qui part en plus bien droit. Elle est beaucoup moins lourde que celle qu'on avait fait la dernière fois puisque c'était une lance de défense. Alors c'est parti. Oh. Et bah déjà elle se lance vachement mieux, regardez-moi cette pointe. Allez, premier test de saguet. Et regardez-moi quand même cette arme. On va le faire à courte distance, doucement. Oh là là. Courte distance pour assimiler la technique bien sûr. Oh. Ah ouais. Oh putain. Ah, c'est bien planté, hein. C'est extrêmement puissant, j'ai pas tiré fort, j'ai hâte de voir de plus loin. Du coup, j'ai tourné la cible, grande distance. Mauvais lancé, pas assez poussé. Oh. Oh. Technique de ninja. Alors, premier bilan sur les problèmes techniques. L'arrière a explosé et regardez l'accroche, en fait, elle s'effrite. Ça fait qu'il faut vraiment faire un trou, un truc qui accroche vraiment bien. Donc je vais la tailler un petit peu et on repart. Bon, on va se mettre moins loin pour vraiment assimiler la technique. Alors c'est fou, c'est que de moins loin j'y arrive. Oh putain là. J'arrive pas à l'enlever. Oh non. Alors en retirant la flèche, j'ai entendu un crack. Regardez, c'est juste là. Donc au final, il faut la faire un peu plus épaisse. Voilà, ils nous ont menti. Ah, je suis dégoûté, j'ai fait 4 lancers, il faut qu'elle tienne un peu. Je vais mettre de la corde. Allez, la réparation est faite, je vous montre ce que ça fait si je vous tire dessus. Je vous avoue, je suis déçu. En fait, c'est tellement puissant que ça a pété la lance. Hein. Regardez, comme c'est enfoncé, j'arrive même pas à l'enlever. Faut prendre par la pointe. Oh putain. C'était enfoncé jusqu'à là. Et j'ai pas mis de force. C'est ça le pire. Allez, dernier tir sous la pluie. Après, je vais les réparer un peu mieux. Comme je vous ai dit, il pleut tout le temps le soir. Donc, je pense que je finirai la vidéo demain. Mais on va faire un beau tir. Je vous explique un truc. Moi, j'étais focus en fait sur le point pour mettre une encoche dedans. En fait, c'est vachement plus pratique de tirer si vous le mettez comme ça. Voilà, pas besoin forcément d'encoche. Il faut vraiment que ça bouge pas, que ce soit très solide. Quand vous lancez. La poignée où j'ai eu le plus de puissance, c'est à peu près à ce niveau-là. En tirant comme ça et en poussant comme ça. Oh là. Elle a ripé. Touché. Ah là là. Bon, je crois que la chasse sous la pluie s'annonce difficile. Premier bilan, très impressionnant. Je vous invite à le faire, absolument. C'est fou la puissance qu'on a et même la précision. Même si vous le voyez pas trop, c'est vachement plus simple. Je pense qu'en une semaine d'entraînement, vous tirez des trucs de fou. Le problème, c'est que c'est en bois. Donc, si vous en faites une d'entraînement, faites peut-être un gros truc. Peut-être plus lourd, mais au moins qui pète pas. C'est impressionnant la puissance, je vous avoue, vraiment testé. Bon, je répare ça, on se retrouve tout de suite pour un lancer de très loin. Et un nouveau jour se lève. Aujourd'hui, il ne pleut plus. Alors, j'ai réparé la lance avec du duct tape. Voilà, vous savez, ce scotch super résistant que tout survivant doit avoir dans son sac. Je me taperai bien un petit test de distance. Je vais tirer de toutes mes forces, on va compter le nombre de mètres. Oh là. Allez, droit, ça va être mieux. On n'est pas droit, j'ai compté le nombre de pas, on est à 16-17 mètres. Par contre, regardez, nous avons ici un gros bison, on est à 7 mètres. Olé! Comme vous voyez, c'est très impressionnant parce qu'il faut vous rappeler que j'ai aucune technique. C'est la première fois que j'utilise une saguet de ma vie. J'arrive à percer profond quand même à 7 mètres. Regardez la puissance à 5 mètres. Je vous montre, hein, et la pointe est plus très bien taillée, mais regardez. Putain, j'arrive pas à l'enlever. Voilà ce qu'on a rentré, quand même, hein. Bien 10 cm. Alors, j'ai remarqué un truc au niveau du tir. C'est con, mais faire 3 pas d'élan pour tirer, ça augmente la puissance de ouf. Ensuite, au niveau de la paracorde, il aurait peut-être fallu faire une bosse comme ça, parce que c'est plus facile de tirer au niveau de cet angle. Donc c'est pas grave, on accompagne la flèche et on pousse. Et là, sinon, faire une encoche plutôt pour se déplacer. On va se mettre plus loin. Je vais juste retailler un peu la pointe. Voilà, c'est ça qui est pratique aussi avec le bois, puisque la pointe, à force de taper, elle s'use. Et regardez, j'ai fait un couteau pour achever la bête. Allez, on va se mettre à 10 mètres. Je crois que c'est la fin de notre longue saguet. Ça tombe bien, je voulais tester une saguet plus courte. Alors, saguet longue, c'est pas pratique pour se déplacer, ça offre une grosse puissance. Est-ce qu'en solo, on pourrait utiliser une petite saguet? Voilà, comme je pensais, on perd beaucoup malheureusement en précision. Ah, mais c'est pas précis. Ouais. Pas top. Alors le bilan au final est très bon. On va faire le point vite fait sur toutes les armes qu'on a faites en situation de survie. Tout d'abord la lance en bois en situation de survie, je vous la recommande absolument, bien sûr comme outil de défense. Parce que lancer une lance, vous voyez même à main nue la pénétration, elle est pas ouf. Ça rentre pas. Donc laissez tomber, une lance pour la chasse, c'est vraiment impossible. Sauf la lance de pêche qu'on avait vue, qui est une lance écartée pour
pêcher les poissons dans la rivière. Donc lance en situation de survie, c'est rapide à faire en bois. Défense contre les gros prédateurs, les ours. Vous savez qu'il faut toujours faire face à un prédateur, ne jamais fuir, sinon il va vous courir après. Et on a l'avantage d'être plus grand en plus. Donc avec une lance, on peut le maintenir à distance. Deuxième chose, on avait vu l'arc. Alors l'arc qui était très dur à fabriquer, surtout au niveau des flèches, j'en avais jamais fait. Avec de l'entraînement, l'arc est surtout destiné à de la chasse en solo sur du petit gibier. Puisqu'on n'a pas une très grande pénétration, il faut donc des petits animaux. Parlons maintenant de la sagaie. Comme vous avez vu, je touche avec une grosse pénétration à 7 mètres sans jamais l'avoir utilisé. C'est très impressionnant. Surtout la puissance. Vraiment la puissance. Je pense que des mecs entraînés pouvaient tirer avec la même puissance à au moins 20 mètres. Et ça se voit vraiment quand vous l'avez en main, de chasse en groupe. Vraiment de chasse en groupe. Tout seul avec une sagaie, on peut pas bien se déplacer, c'est compliqué d'approcher un animal, il va avoir un grand truc dépassé. C'est pas fait pour de la chasse en solo, vraiment pas. Dans une optique de retour à la nature, je pense qu'il faudrait groupe de 6 personnes, 2 rabatteurs, 4 chasseurs planqués. Donc qui vont rabattre le gros gibier, les gros herbivores, genre bison. Je pense qu'en un mois, vous pouvez faire mouche parce que c'est vraiment pas compliqué à utiliser. Et surtout, c'est très impressionnant la puissance, ça perce vraiment le cuir, très profond. Et vous avez vu sur le mien, il n'y a aucun guide. Parce que le peu de plumes qu'on a mis c'est barré, c'est très précis en dessous de 10 mètres, sans guide. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu, ça détend. Je compte sur vous pour faire péter un max de pouces bleus. N'hésitez pas à partager cette vidéo, je me suis éclaté. Maintenant j'ai hâte de tester une sagaie avec une pointe en os ou en métal. Alors on va peut-être continuer notre série sur les armes parce que j'en ai vu d'autres qui pourraient être pas mal. Donc abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir la suite. Et je remercie bien sûr Wayfoot qui sponsorise cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, vous avez tous les liens dans la description. Je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Allez, en attendant l'apocalypse, mangez gras et survivez et à bientôt. Ciao.